parlait du danger de la pilule, du danger des hormones de synthèse. Et là, il y a des intérêts énormes qui sont en jeu. Et s'attaquer au laboratoire, c'est pas évident. Sabrina Debusca, qui est une femme qui a beaucoup travaillé sur le sujet, considère qu'il y a 4,6 millions de femmes qui prennent la pilule en ce moment. Si on prend un tarif minimum à 5 € la plaquette, par 12, ça nous fait 276 millions d'euros pour les laboratoires. C'est un marché énorme. AVS avec Philippe Robichon. AVS, vous le savez, c'est pour à votre santé, mais le mardi, c'est pour à votre santé sexuelle. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Je suis en train de sauter, de trépigner sur mon tabouret, puisque Nadia El Bouga est de retour. Comment ça va, Nadia ? Oui, vous allez m'affubler d'une particule, Nadia de El Bouga ? Par exemple, je pourrais aujourd'hui. Non, Nadia El Bouga, c'est suffisant. C'est tellement connu maintenant. Vu les gens qui vous laissent des messages sur votre téléphone portable, Nadia, bon, ça fait plaisir de vous retrouver. Écoutez, je m'ennuyais un peu quand même, je dois dire. Ça manquait un peu de sujets, vous voyez, politiquement corrects. Oui. Je me suis dit, tiens, Nadia va arriver, on va avoir des sujets un peu qui reposent entre midi, à l'heure du déjeuner. Écoutez, plaisir partagé, ravi de vous retrouver, de retrouver les auditeurs et les auditrices, et de voir que les locaux ont été rafraîchis, voilà, aux couleurs méditerranéennes. Donc ça fait plaisir. Vous avez dit que ça ressemblait à Chefchaouen. Voilà, bleu et blanc. Donc c'est beurre et fait, les locaux sont instagrammables maintenant, comme Chefchaouen. Notre invité, le docteur Bérengère Arnal-Morvan. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin de la femme et phytothérapeute. Vous vous décrivez comme une gynécologue allopathe pratiquant une médecine holistique, intégrative et écologique. Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Vous êtes une lanceuse d'alerte. Depuis votre installation, écrivez-vous en libéral en 1986. Et depuis 1986, c'est plus de 200 000 consultations. Alors autant dire qu'au niveau de l'expérience, vous savez de quoi vous parlez. Vous avez de l'expertise et du recul. Vous avez toujours communiqué sur les dangers de la prise d'hormones de synthèse par les femmes, que ce soit pour la contraception ou pour traiter des désordres hormonaux. On verra ce matin ce qu'on appelle les hormones de synthèse, mais notamment celles qui sont utilisées dans le traitement de la ménopause. Et vous publiez Pilule ou pas pilule, que Nadia montre à la caméra chez Thierry Soucard, un livre qui présente l'ensemble des méthodes contraceptives. Et j'ai appris que la méthode contraceptive la plus utilisée au monde, c'est le stérilet au cuivre. 150 millions de femmes dans le monde, dites-vous, utilisent le stérilet. Oui, puis on peut le mettre en place pour plusieurs années et ça coûte pas cher déjà à l'achat au départ. Donc c'est vraiment, c'est bénéfique pour la femme de ne pas prendre d'hormones. Et pourtant, quand on parle aux femmes, c'est la pilule contraceptive qui oui, vient parce comme que ça. Tous les journaux de femmes ne parlent que de ça, des bienfaits de la pilule, des bienfaits des hormones de la ménopause. Nadia, vous parlez devant votre micro. Vous avez oublié que la radio, ça se faisait dans un micro. Exactement, voilà. Moi aussi, j'étais étonné de voir que c'était le stérilet qui arrivait toujours, enfin, qui était le moyen de contraception numéro 1, alors qu'il y a énormément d'idées reçues qui concernent le stérilet, notamment que, par exemple, le stérilet s'adresse à des femmes qui ont déjà enfanté. Non, on a toujours eu le droit. Moi, vraiment, ça fait 30 ans que je fais poser des stérilets aux jeunes filles qui n'ont pas eu d'enfants ou aux femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Je les fais poser parce que la pose est plus douloureuse puisqu'elles n'ont pas eu de grossesse. Et on a toujours eu le droit de le faire. Maintenant, on nous encourage, après, en deuxième intention, à poser un stérilet. Et voilà, après, on est encouragé sur un plan officiel aussi à poser des stérilets au cuivre. Tout à fait, oui. On parle stérilet, moi je pense que vous parlez de stérilet au cuivre, pas aux hormones. Oui. Au cuivre, oui. Et puis déjà, c'est son nom qui l'a aussi beaucoup desservi. Stérile. Stérilité. Dispositif intra-utérin. Voilà, au cuivre. C'est comme ça qu'il faudrait l'appeler en réalité. C'est vrai, c'est stérilet, ça fait penser à stérile et ça donne pas envie de le faire. C'est ça. Donc les infections sur stérilet sont très rares, si on est bien suivi. Ça aussi, c'est une idée reçue. Voilà. On dit que le stérilet... Ce sont ces infections-là qui pourraient donner des salpingites, des infections des trompes, et boucher les trompes. Mais c'est extrêmement rare maintenant, parce qu'il faut... Moi, je faisais pratiquer avant chaque pause une recherche d'infection vaginale, et puis voilà. Donc je savais que j'étais tranquille. Qui a préfacé votre livre ? Marion Lara a préfacé mon livre. C'est la jeune femme qui est à l'origine du scandale de la pilule, dans la fin 2012, quand elle a déposé plainte contre le laboratoire. Elle a failli mourir d'un épouvantable AVC. J'ai eu la chance de la voir comme patiente après la publication de son livre. Et c'est une grande aventure humaine pour nous que de recevoir ce type de femme. Tellement en souffrance. Elle a réussi à avoir 2 enfants.
Mais elle a des crises d'épilepsie tous les jours. Elle a été opérée 9 fois d'une jambe pour essayer de commencer à marcher. Elle a des difficultés d'élocution. Mais elle a gardé toute sa tête et c'était une jeune fille brillante et c'est une jeune femme brillante qui continue son combat. Alors, il faut rappeler, elle était sous contraceptif Elle était sous oral. contraceptif oral et puis elle s'est écroulée dans sa salle de bain d'un AVC massif. Voilà. Elle ne fumait pas. Elle ne fumait pas. Voilà, c'est important de le dire. Et l'autre personne qui a préfacé, c'est une vieille gynécologue, c'est plus vieille que moi, et qui m'a allopathe, et qui a donné son point de vue sur le travail que j'avais effectué. Alors une gynécologue allopathe, pour ceux qui nous écoutent, qui travaille de façon classique. Voilà. Contrairement à vous. Oui, mais je dis quand même que je suis un médecin allopathe. Oui, mais vous êtes holistique, vous. Alors, holistique, c'est la prise en charge globale de la femme, c'est tenir compte de tous ces problèmes. Et intégrative, c'est associer à l'allopathie, c'est-à-dire à la médecine conventionnelle, associer la phytothérapie, l'homéopathie, enfin toutes ces techniques thérapeutiques diverses qui sont sans danger par rapport aux hormones de synthèse. En fait, c'est en l'occurrence une professionnelle qui ne prescrit que des traitements classiques, des médicaments de la firme pharmaceutique classique. Oui. Alors j'étais beaucoup plus incisive dans l'écriture du livre, elle m'a calmée pour que je sois plus neutre et audible. Et audible. Ou lisible par tous, j'espère. Non, mais c'est important. Surtout qu'on est sur un sujet non politiquement correct. Les femmes, écrivez-vous, continuent à mourir de leur contraception en France. Pourquoi est-ce qu'on en parle si peu ? Parce que ça serait parler du danger de la pilule, du danger des hormones de synthèse. Et là, il y a des intérêts énormes qui sont en jeu. Et s'attaquer au laboratoire, c'est pas évident. On a fait un calcul là sur le nombre de patientes qui prendraient la pilule. Ne serait-ce qu'en France, on va prendre l'exemple en France. Si on va voir. On aurait presque pu titrer votre livre Hormones ou pas hormones. Oui, bien sûr, parce que c'est le même discours pour les hormones. Donc, on connaît Sabrina Debusca, qui est une femme qui a beaucoup travaillé sur le sujet, considère qu'il y a 4,6 millions de femmes qui prennent la pilule en ce moment. Si on prend un tarif minimum à 5 € la plaquette par 12, ça nous fait 276 millions d'euros pour les laboratoires. C'est un marché énorme. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Ça dérange. On peut faire plus simple et moins cher. Mais alors, du coup, finalement, à long terme, sur la santé des femmes, le bénéfice, on va dire... On n'a pas vraiment de chiffres. Le coût va dépasser, en fait, ces sommes... Mais ces sommes-là sont versées au laboratoire. Oui, je sais bien. Mais si l'État fait son calcul lui aussi de son côté, il se rendra vite compte que, vu les conséquences sur la santé des femmes, la santé de façon globale et la santé sexuelle également, le coût sera énorme pour l'État. Oui, vous allez leur dire comment. Donc, ce qu'on a su, ça n'a pas été médiatisé, c'est que... moi, je considère qu'après ce livre-là, j'ai prescrit un bilan de thrombophilie, c'est-à-dire de recherche des troubles emboliques familiaux en première intention, donc immédiatement sur une jeune fille qui vient pour prendre la pilule la première fois. Et il y a un travail qui a été fait sur ce bilan qui serait prescrit. Il vaut 78 €. Une partie est remboursée par la Sécu. Et on voulait le rembourser totalement. Et ça a été refusé en considérant que ce n'était pas opportun, parce que ça coûtait trop cher. Oui, parce qu'on rappelle 25 millions d'euros à nos auditrices et nos auditeurs que lorsqu'on prescrit une pilule, il y a un bilan standard qui est fait. Oui, souvent minimal. Voilà, mais qui ne donne pas d'indication sur les risques familiaux, génétiques, d'avoir des accidents thromboemboliques artériels. Artériels, c'est-à-dire AVC et infarctus du myocarde, ou veineux, c'est-à-dire phlébite et embolie pulmonaire. Et donc, vous préconisez une prescription systématique pour une même si elle est à charge de la patiente, c'est 78 €, ça peut sauver des vies. C'est-à-dire pour une première prescription. Oui, pour une première prescription. Donc, ça peut se faire chez une jeune fille chez qui on prescrit, par exemple, une pilule dans le cadre... De façon individuelle, oui. Voilà, dans le cadre, par exemple, d'une endométriose, puisqu'on sait maintenant que c'est une maladie qu'on médiatise, et donc il y a un éclairage là-dessus, et qu'il y a encore beaucoup de praticiens qui prescrivent la pilule dans ce cadre-là, la pilule œstroprogestative. Tout à fait, c'est pour bloquer les ovaires, mais ça ne règle pas le problème. Oui.
C'est un des moyens qui existe. Oui. aujourd'hui. Mais Donc, dans ce donc, cas-là, on pourrait prescrire ce bilan. Oui, mais alors déjà, au niveau de l'État, ça a été refusé parce que trop cher. J'aime pas trop l'adjectif opportun. Ce n'est pas opportun. Quand il y a des femmes, la vie de femme qui est en danger, tout est opportun. Oui. Ceci dit, opportun et trop cher, c'est pas la même chose. Non. C'était Oui. la deuxième qualification. Alors, il n'est pris en charge que pour les patientes chez qui il y a des antécédents avérés, enfin des antécédents familiaux. J'avoue que je ne sais plus trop s'il est totalement pris en charge ou partiellement. Mais même s'il n'était pas totalement pris en charge, ça vaut la peine de mettre quelques euros pour compléter. Donc moi, je conseille ça en première intention, pour me dédouaner déjà de ces cas-là. Il y a 4... c'est un peu comme téléphone, hein. Il y a 4 générations de pilules, 4G. La première génération n'a jamais été vendue en France, j'ai appris dans votre livre. Incroyable. Mais en fonction de quoi est-ce qu'on classifie les pilules ? C'est leur date de mise sur le marché ou c'est quoi Oui, je pense que c'est ça, parce qu'ils ont cherché à trouver des progestatifs pour compenser les effets secondaires des oestrogènes. Et il y a eu plusieurs familles, c'est-à-dire générations de progestatifs. C'est l'évolution dans le temps pour essayer de trouver des molécules moins délétères. Mais la problématique aussi actuellement, c'est qu'avec ces molécules qui sont des progestatifs, on a trouvé pour beaucoup de molécules dont on se servait très régulièrement des risques augmentés de méningiome. Le méningiome, c'est une tumeur du cerveau, bénigne. Moi, j'ai une patiente qui a perdu déjà un œil avec un méningiome. Donc, il faut considérer ça comme quelque chose de grave. Oui, parce qu'une pression qui s'exerce du coup sur le nerf sur optique. le nerf optique. Donc, il y a eu un premier produit, ils ont alerté, puis après, il y a eu 2 autres produits qui ont été mis en surveillance, et maintenant, il y en a encore 2 ou 3. Donc, peut-être que l'année prochaine, ils y seront tous. Donc des effets indésirables qui apparaissent et que l'on n'avait pas il y a quelques années sur les générations de pilules précédentes. Oui, tout à fait. Là, je parle des progestatifs. Je ne parle pas des progestatifs qui peuvent constituer la pilule ou qui sont donnés en contraception macro-progestative, c'est-à-dire à forte dose, sans oestrogène. Et ça. Faut expliquer aux gens parce que les progestatifs dont vous parlez. Il faut expliquer, Nadia, parce que sinon. Oui. Alors, dans une pilule, il y a des oestrogènes et un oestrogène, un progestatif. Ça, c'est une pilule classique qu'on va appeler œstroprogestative. Donc combinée. Il y a 2 types d'hormones. 2 types d'hormones. Après, on a ce qu'on appelle la micropilule, c'est-à-dire des progestatifs, que des progestatifs, pas d'œstrogène, à petite dose, en continu. Voilà. Et après, il y a la contraception macro-progestative. C'est-à-dire qu'on prend des hormones qui sont faites pour traiter le fibrome, le syndrome prémenstruel, la mastose, etc. Et on les met à forte dose. 20 jours par mois, ils ont un effet contraceptif. Voilà. Et ce sont celles-là qui augmentent les risques de méningiome. Et d'ailleurs, leur autorisation de mise sur le marché... Il n'y a pas d'AMM. Voilà. Elles n'ont pas une autorisation pour leur effet contraceptif à la base. On les utilise dans ce sens, mais ce n'est pas leur indication officielle. Tout à fait. Voilà, donc des œstrogènes aux progestatifs, on est confronté à des molécules qui sont dangereuses pour la santé des femmes. Avec Nadia Elbouga et notre invité aujourd'hui, le docteur Bérengère Arnal-Morvan, qui publie Pilule ou pas pilule chez Thierry Soucard. D'ailleurs, quand on parle de pilule, on parle de quoi précisément ? On parle de la pilule œstroprogestative généralement, c'est-à-dire la combinaison d'un œstrogène de synthèse avec une progestérone de synthèse, un progestatif de synthèse. Ça, c'est la pilule. En gros, en France, quels sont les types de pilules les plus utilisées, les plus vendues ? Ce sont celles-là, les œstroprogestatives, qu'on prend 3 semaines sur 4 généralement. Voilà. Et donc, avec cette histoire de fausses règles. Voilà, on a des fausses. Comme on arrête d'en prendre, dans le comprimé, il n'y a rien du tout, on a des saignements qu'on pense être des règles, mais qui sont des fausses règles qui n'ont aucun intérêt. Qui n'ont aucun intérêt, mais que pourtant certaines femmes réclament parce que ça les rassure dans, on va dire, l'idée d'avoir un cycle, même s'il est artificiel. Oui, ça leur fait... Il faut accepter. Et puis, il y a une demande maintenant aussi qui est de plus en plus importante de femmes qui ne veulent plus avoir de saignement. Voilà, donc à ce moment-là, elles prennent les choses en continu, elles n'arrêtent pas 1 semaine par mois. On a même des pilules qui sont programmées pour ne pas avoir de règles pendant 6 mois. Ça ne change rien de toute façon. Enfin, des fausses règles ou pas, ça ne change rien. Oui, puisque de toute façon, on perturbe le système hormonal naturel. Mais c'est l'endomètre, les fausses règles ou c'est... Oui, bien sûr. Oui, d'accord, c'est la même chose. C'est l'imprégnation de la pilule qui fait saigner l'endomètre. Et c'est un endomètre qui n'est pas épais, c'est un endomètre
qui saigne. Il peut saigner aussi par atrophie. C'est ça. En fait, le dosage est tel qu'il y a quand même une petite constitution de l'endomètre qui était faite au départ pour assurer les femmes et puis qui en fait ne sert à rien du tout. Après l'arrêt de la prise de la pilule, en fait, génère ces saignements puisqu'il y a une privation à ce moment-là du corps de ces hormones qui sont prises en continu. Et donc ça donne cette impression aux femmes d'avoir leurs règles de façon cyclique. Et d'ailleurs, pour celles qui ont des cycles irréguliers, ça les conforte dans une idée d'avoir quelque chose de régulier qui se met en place. Mais il faut rappeler que ça reste artificiel. Oui, moi, je m'insurge contre le traitement des jeunes filles qui ont des cycles irréguliers en leur disant on va prendre la pilule, ça vous aurez des règles régulières. Pas du tout, on va les bloquer. Exactement. Alors quand elles ont leurs règles depuis 6 mois, 12 mois, 18 mois, c'est un petit peu dommage. Surtout qu'on peut travailler avec d'autres techniques pour régulariser leur cycle. On n'est pas obligé de bloquer le système. Et d'autant plus qu'on ne règle pas le problème, parce qu'une fois la pilule arrêtée, elles reviennent sur un cycle irrégulier, puisque c'est leur cycle de base. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on avale une pilule ? Parce que peu de gens savent comment ça fonctionne. Hein. C'est comme un leurre, c'est-à-dire vous apportez une quantité constante d'oestrogène et de progestatifs tous les jours, donc qui peut faire penser qu'il y a une grossesse à l'organisme, qui va bloquer, ça va aller bloquer la sécrétion de GnRH ou LHRH, qui est l'hormone de l'hypothalamus, qui stimule l'hypophyse via la FSH et la LH, et qui va donner des ovulations et un cycle ovarien. Donc on bloque au niveau cérébral, au niveau de l'hypothalamus. Et c'est ce leurre-là qui fait qu'il n'y a pas d'ovulation. Le système se met au repos. C'est-à-dire si vous faites un bilan hormonal, vous avez FSH et LH, les hormones hypophysaires qui sont basses, contrairement à la ménopause où elles sont hautes. On n'est pas en situation de ménopause, on est en situation de mise au repos des ovaires. C'est ça, et vous faites la similitude avec la grossesse parce que c'est ce qui se passe, c'est le mécanisme qui se passe lorsqu'une femme tombe enceinte. En fait, il y a ce blocage-là qui s'opère. Il y a certains qui disent que c'est une camisole chimique. En tout cas, c'est un leurre de l'organisme qui va bloquer son hypothalamus. Et ma question à moi, c'était de savoir si on bloque la GnRH pour son action sur l'hypophyse et les ovaires, est-ce qu'on ne va pas perturber d'autres systèmes qui sont relatifs à l'imprégnation à la sécrétion de GnRH par des neurones dans le cerveau? Alors justement, c'est très intéressant parce que moi j'ai découvert... N'hésitez pas à expliquer à tout le monde ce que vous dites. Oui, alors j'ai découvert via votre livre, très bien documenté, qu'il y a donc Dr Hill, qui est une neuropsychologue. Elle est américaine. Oui, américaine. Oui. Et donc, elle dit, évidemment, elle se base sur ses recherches, que les hormones liées peuvent perturber le comportement des femmes. Et qu'il y a des femmes qui sont totalement différentes sous pilule et elles redeviennent elles-mêmes quand elles arrêtent la pilule. Exactement. Et pour le coup, ça affecterait le choix de leur partenaire, leur sexualité, leurs émotions et même leur capacité d'apprentissage. Tout à fait. Et vous savez qu'en capacité d'apprentissage de la sexualité, il y a des travaux hollandais, vous l'avez su peut-être, qui disent que ça perturbe l'apprentissage de la sexualité de la jeune fille et que c'est irrémédiable. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment irrémédiable, mais si ça l'était, ce serait catastrophique. Alors déjà, une chose est certaine, c'est qu'une jeune fille qui a débuté sa vie de jeune fille et de jeune femme uniquement dès le départ avec la prise d'une pilule, au niveau de la détection du fonctionnement de son corps de façon naturelle et de sa libido, on peut se poser la question de savoir quels sont ses repères en fait. Et très souvent, quand elles arrêtent la pilule, elles disent « Oh, mais c'est vachement mieux, j'ai plus de désir, j'ai plus de plaisir. » Et c'est une révélation. Parce que ça impacte la libido, il faut le dire. Ça impacte, bien sûr. Comme Dr Arnal le dit très justement, en fait, comme il y a une action, en fait, il faut savoir que notre cycle est totalement lié au fonctionnement cérébral, donc avec l'hypophyse, l'hypothalamus, comme c'est très bien décrit dans le livre. Et en fait, ces hormones ont une action sur d'autres hormones qui, elles, ont une action directe sur le cerveau, pour parler de façon vraiment très globale. Et donc, a fortiori, vous mettez un éclairage sur le travail de cette chercheuse, parce que, oui, à partir du moment où on manipule
des éléments cérébraux, forcément, on connaît la puissance quand même de l'action des hormones. Il y aura forcément derrière des conséquences liées au fonctionnement cérébral, c'est-à-dire les émotions, la personnalité, la commande cognitive. Voilà. On a vraiment démontré qu'il y avait des neurones en dehors de la zone hypothalamique spécifique de la stimulation de l'axe ovarien. Donc des zones réparties dans le cerveau. Il y a 8000 neurones de GNRH, de cette neurohormone, qui sont responsables, de l'olfaction et qui jouent dans les troubles cognitifs. Et en redonnant de la GNRH de façon pulsée, parce que c'est une hormone qui se sécrète par pulse. Si vous donnez la GNRH en continu, ça ne marche pas, mais pulsée, on a pu rétablir certains troubles cognitifs. Chez les trisomiques, notamment, après la puberté, mais on n'a pas rétabli l'olfaction alors qu'on l'a rétabli chez la souris. Donc il faut continuer absolument à travailler là-dessus. Et cette GNRH, justement, elle est sous l'effet des œstrogènes. Bien sûr, elle est bloquée par l'apport de la pilule. Et ça, pour moi, ça a été une révélation, mais j'en étais sûre que la GNRH ne servait pas qu'à l'ovulation. Vous avez cherché de nombreuses années. Hein. il y a 2000 neurones à GNRH pour l'ovulation, et il y a 8000 neurones ailleurs, répartis dans le cerveau, pour d'autres choses, pour d'autres fonctions. Je suis sûre qu'on va en trouver d'autres. Mais là, elle nous décrit une découverte très récente. Oui, la publication de l'étude chez les trisomiques, elle est de 2023. Donc, elle soupçonnait bien, en fait, un impact, et là, c'est avéré avec cette étude-là. L'impact, il est aussi via les carences micronutritionnelles. C'est très, très important, ça. C'est-à-dire que la pilule demande un travail supplémentaire au foie. Elle utilise des vitamines, des minéraux, des molécules antioxydantes pour se métaboliser, se détruire en passant par le foie. Et d'abord, elle fiche le foie en l'air, qui est très fatigué parce qu'il n'a pas assez de matériaux pour le faire. Et donc, il y a des conséquences à long terme. Alors, à long terme, notamment une fois qu'on a arrêté la pilule et qu'on va faire une grossesse. Il y a des conséquences sur la fertilité, sur le déroulement de la grossesse en début de grossesse, avec plus de fausses couches, sur les problématiques de développement du cerveau du fœtus, sur le déroulement total de la grossesse, sur l'accouchement prématuré, éclampsie, tout ça, ça influe. Oui, par exemple, vous donnez, alors ça aussi c'est la deuxième chose que moi, en tant que professionnelle de santé, j'ai découvert via votre livre, c'est ces carences micronutritionnelles. Et notamment, par exemple, on va prendre un exemple concret, la vitamine B9, qui est l'acide folique. Ça, tout le monde le sait, il faudrait mieux prendre un autre exemple. Oui, alors non, tout le monde ne le sait pas forcément. Les médecins donnent toujours de la B9 quand même en prévention, en vue d'une grossesse. Oui, mais là, moi je parle aux femmes. D'accord. Je parle aux femmes, parce qu'il y a des femmes qui... Ça y est, Bérangère, je vais vous expliquer, il ne faut pas embêter Nadia. Non, pas du tout. Elle est adorable. Je suis ravie qu'elle soit avec moi. Non, moi je parle vraiment à nos femmes. Alors parlez aussi du magnésium quand même. Oui. Ça c'est très important. Magnésium, vous parlez du zinc. Enfin, vous citez vraiment tous les. Moi, j'ai fait des tableaux des effets des carences. De toute façon, votre livre est documenté de façon extraordinaire. Merci beaucoup. Mais sincèrement, c'est un livre qui doit servir aux étudiants en médecine, aux étudiants de sage-femme et aux femmes. Aux femmes, tout simplement parce que là, pour ces carences nutritionnelles, il y a des éléments qui sont quand même fondamentaux. À l'arrêt, si une femme décide d'arrêter la contraception œstroprogestative, si c'est ce qu'elle prenait, il y a des femmes qui ne savent pas qu'une carence en B9 peut engendrer des malformations neurologiques chez leur futur fœtus. Il y a eu un laboratoire dans les années 2010 ou 2000 qui avait commercialisé un comprimé qui contenait tous les éléments dont manquait la femme du fait de la pilule. Puis ça n'a pas plu, les gynécologues, ça ne les a pas intéressés, ils ont dû arrêter. C'est dommage, parce que c'était intelligent de dire, bon, on fait le choix de vous donner une contraception œstroprogestative, mais on vous donne en même temps ce dont vous allez être carencé si vous ne prenez rien pour compenser. Et donc vous, dans votre pratique, vous proposez aux femmes justement de les supplémenter lorsqu'elles sont, si elles n'ont d'autre choix que de prendre une pilule œstroprogestative ou si c'est leur choix exclusif. De les supplémenter pendant la prise, mais et surtout de faire des bilans après la prise. Oui. Et d'attendre avant d'être enceinte. Quelques mois. D'ailleurs, est-ce que vous conseillez d'arrêter la pilule au lendemain ou il faut faire un sevrage ? Alors moi, je suis partie sur le principe du sevrage, comme le disait Madame de Busca. J'avoue que j'avais inventé le sevrage dans le début des années 2000 pour le THS, parce que les gynécos... Alors THS... pour le traitement de la ménopause. Suite à l'étude américaine, il y a énormément de femmes qui ont voulu arrêter leur traitement de ménopause.
Et les médecins n'étaient pas du tout prêts. Ils ne savaient pas comment faire pour remplacer. Moi, je prescrivais des plantes depuis longtemps. Eux, ils ne savaient pas. Ça les faisait bien rigoler. Donc, les femmes arrêtent leur THM, et puis, brutalement. Et puis après, ce que voulaient les gynécos, ils l'ont écrit, certains, c'est qu'elles viennent les supplier de reprendre parce qu'elles étaient trop mal. Donc là, j'ai mis au point un protocole avec des molécules spécifiques de sevrage sur 6 mois. Parfois, il fallait 6 mois pour sevrer. C'est-à-dire que vous prenez la pilule un jour sur 2, enfin vous espacez les prises, c'est ça? La pilule ou le traitement hormonal de ménopause. Mais là, dans le cas de la pilule, par exemple... Un jour sur 2, puis un jour sur 3, puis un jour sur 4, voilà. Pour éviter des phénomènes de rebond d'hypertestostéronémie qui pourraient provoquer quoi chez les femmes? Il y a des femmes qui, après avoir arrêté la pilule, se retrouvent avec des poussées d'hormones mâles, de la testostérone, et ils se retrouvent avec de l'acné, qu'elles n'avaient pas forcément eu avant. Et Nadia El-Bouga, qui est avec nous aujourd'hui, notre invité, c'est le docteur Bérengère Arnal-Morvan, qui est gynécologue et qui publie ce livre, Pilule ou pas pilule, chez Thierry Soucard. Voilà, c'est à la fois un livre, mais c'est aussi c'est beaucoup plus que ça. C'est un livre de référence avec beaucoup d'indications, beaucoup de références et beaucoup de documentation. Les dernières études, bien sûr. C'est vrai qu'on n'a pas des chiffres sur tout. Par exemple, on ne sait pas le nombre de personnes qui meurent tous les ans suite d'un cancer du sein ou d'un cancer de l'utérus. On le sait pour les AVC quand même. Officiellement, c'est 20 décès par an. Et officieusement... l'AVEP, qui est l'association des victimes d'embolie pulmonaire, qui a son site, qui voit défiler toutes les jeunes filles qui sont mortes après avoir pris la pilule. On voit leur visage, c'est poignant. Elles disent, ces femmes de l'AVEP, il y a 7 accidents par jour et il y a 13 à 24 décès par mois. Et les chiffres officiels du ministère de la Santé, c'est 20 décès par an et 2300 AVC par an. C'est déjà beaucoup. Donc 2 femmes, là. Une femme qui meurt de sa contraception, même une, c'est déjà trop. Ce que vous appelez la violence contraceptive. Comment est-ce qu'on évalue l'efficacité d'une contraception? Si la femme se sent bien. C'est un bien-être physique, un bien-être psychologique, un bien-être sexuel, un bien-être émotionnel. On a vu qu'elle pouvait être... C'est pas sur une échelle, en fait. Et ensuite, il y a un indice qui est aussi proposé... au niveau des moyens de contraception, le fameux indice de Pearl. Ça, c'est l'indice d'échec, des échecs. C'est pas un indice de satisfaction. D'efficacité. Ah oui, c'est d'efficacité, pardon. Ouais. Ah oui, d'efficacité, c'est l'indice de Pearl. Ouais. Mais le stérilet est très très proche de l'utilisation parfaite de la pilule. Donc Mais même si, quand même, sur la pilule, on ne parle pas souvent des accidents, mais il y a quand même des accidents. Il y a des grossesses sous pilule, mais vous expliquez aussi... Parce qu'elles oublient souvent. Oui, il y a aussi des interactions médicamenteuses. Il y a des interactions médicamenteuses qui sont listées. Que les femmes ne connaissent pas beaucoup, pas forcément. Hein. Non. Et donc, j'essaie d'aller voir partout où il pouvait y avoir des problèmes. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est quelles sont les alternatives, on va dire, puisqu'on parlait d'efficacité il y a un instant, on va dire aussi efficaces. Alors le stérilet au cuivre, posé dans de bonnes conditions et puis surveillé dans de bonnes conditions. Pour moi, on ne laisse pas un stérilet pendant 10 ans. C'est pas possible de laisser un corps étranger aussi longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Même s'il y a des stérilets qui proposent une durée de 10 ans. Moi, je ne garderais pas quelque chose 10 ans dans mon utérus. Quelle est la bonne durée, selon vous? Chez les jeunes filles, je disais 2 à 3 ans. Vous voyez, c'était très, très sévère. 2 à 3 ans pour un stérilet qui pourrait rester 5 ans. Oui, voilà. En tout cas, qui a été homologué pour 5 ans. Et puis il faut aussi que les femmes se fassent suivre. Si vous leur donnez une contraception sur 10 ans, vous n'allez plus les voir tous les ans pour les frottis. Parce que moi, je suis contre totalement la pratique du frottis tous les 3 ans. Totalement contre. Il peut se passer quelque chose en 6 mois. Donc voir les femmes une fois par an, c'est bien. Et aussi pour dépister le cancer du sein. Je dis, il y a un manque de gynéco en France. Il faut quand même le dire, Bérengère. Oui, bien sûr. Ça manque de gynéco. Les sages-femmes, elles peuvent faire des... Voilà, les frottis sont... Les sages-femmes peuvent faire des frottis. Par les médecins généralistes. On peut les apprendre. Voilà, leur apprendre. Non, avec les certificats qui sont délivrés actuellement, on peut trouver des femmes, parce que moi j'aime bien que les femmes s'occupent des femmes, mais on va dire des médecins qui pratiquent le suivi gynéco. Moi j'étais hyper rigoureuse, un peu pénible parfois. Oh, ça m'étonne de vous, ça, tiens. Ça me fait trop mal quand une femme n'est pas bien. Ça me touche personnellement. Donc, le stérilet... Alors, il y a des modes quand même en contraception, il y a des modes. Oui. Oui, mais la mode, on l'a fait en fonction de l'argent qu'il y a derrière. Il ne faut pas croire que les modes viennent toutes seules. Mais il y a des méthodes qui, depuis quelques années, ont quand même le vent en poupe. Il faut parler de la méthode symptothermique. Alors, par exemple...
il semblerait que ce soit la meilleure au niveau efficacité. Mais c'est une méthode qui, en plus, associe l'homme, enfin, à la contraception. C'est le couple qui va observer le moment où l'ovulation va se faire et où on aura soit une abstinence, soit une protection par un préservatif masculin. Et là, on a des très bons résultats quand elle est bien pratiquée, hein, presque autant que le stérilet. Alors après, c'est une méthode qui s'apprend, qui demande un certain apprentissage et une connaissance de son corps, puisqu'il faut pouvoir détecter sa glaire cervicale, la modification du col, etc. Voilà. Donc, et ça s'apprend. Il y a des stages pour ça. Oui. C'est vachement sérieux. Hein. C'est ce qui me paraît être le plus sérieux, le plus. On avait fait une émission en Suisse à une époque, Nadia. Vous vous souvenez avec Finalissime. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais nous, de toute façon, là, sur ces sujets. Je vous adore. Hein. Vous me recevez la semaine prochaine, en Côte d'Ivoire ? Non, on vous a vu pour un moment là, mais. Non, mais c'est la ménopause, traitement de la ménopause. Cette méthode, la symptothermie, vient en fait corroborer ce que je dis depuis des années, c'est-à-dire la nécessité de bénéficier d'éducation sexuelle, relationnelle, affective et sexuelle, parce que justement, on y intègre justement l'approche corporelle, comment se découvrir soi-même, comment apprécier son corps, en des termes positifs. Donc c'est fondamental. Et pour pouvoir justement promouvoir ce type de méthode, si les femmes le souhaitent, eh bien, il faut pouvoir leur proposer aussi un apprentissage corporel. Il y a des stages qui se font, mais en couple aussi. Hein. Oui, tout à fait. Alors, femme et homme, pour le coup. Oui. Parce que l'homme a besoin aussi de comprendre, pour adhérer à cette méthode naturelle, il a besoin de comprendre comment fonctionne sa compagne. Il faudrait qu'il s'implique plus, quand même. Comme on a dit, un homme est fécond 365 jours par an, et la femme, elle est féconde 5 jours par mois. Donc, c'est ça. Et jusqu'à 40 ans en moyenne. Oui. Dans la balance, alors ça, c'est une vraie question. La femme est féconde 5 jours par mois, ou elle est féconde pendant toute la durée du cycle ? Non. Elle est féconde 5 jours par mois. C'est l'homme qui est fécond toute la durée du cycle de la femme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de tomber enceinte en dehors de ces 5 jours. Ça arrive, bien sûr, mais si on veut être à 100%, il faut tout surveiller. Parce qu'il suffit que vous ayez un choc psychologique pour décaler votre ovulation, ou que vous soyez très fatigué, que vous ayez mal dormi. C'est ça, et c'est très important ce que vous dites, Philippe, parce qu'effectivement, il y a cette idée qu'on peut être fécond à n'importe quel moment du cycle. Oui et non, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'ovulation et la période périovulatoire qui fait que vous pouvez être féconde, mais c'est pas à n'importe quel moment du cycle. C'est-à-dire que des femmes peuvent avoir une ovulation en début de cycle ou en fin de cycle. Donc c'est pas forcément comme dans les bouquins, les 28 jours avec le 14e jour ovulation. C'est dans ce sens-là que effectivement vous avez raison en disant elle peut être féconde à n'importe quel moment. Si elle ne connaît pas son cycle, oui. Si elle voit apparaître de la glaire, elle sait qu'elle va ovuler. Voilà, exactement. Mais si elle connaît son cycle, ça peut arriver qu'elle ovule le 8e jour au lieu d'ovuler au 14e. Exactement. Plus d'ailleurs que tardivement, j'ai remarqué. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'où l'intérêt justement que les femmes puissent... Se connaissent. Voilà. Se connaissent dans leur vagin déjà. Alors se connaissent, découvrent leur corps, mais hors apport hormonal. C'est-à-dire qu'il faudrait que les jeunes filles puissent déjà découvrir, lorsqu'elles deviennent pubères, qu'elles ont leurs premières règles notamment, qu'on puisse leur permettre déjà de découvrir leur corps, qu'elles puissent appréhender la couleur de leur glaire, les modifications cervicales. Alors là, quand même, on ne met pas de doigt dans le vagin d'une jeune fille. Hein. Non. Et bien évidemment, on ne leur demande pas de le faire. Là, je parlais des femmes qui ont des rapports sexuels. Non, bien sûr, mais on peut leur dire... Voilà, leur expliquer comment ça marche. Et d'ailleurs, pourquoi pas ? On pourrait très bien dire à une jeune fille, si elle souhaite se découvrir, eh bien, voilà les possibilités, si elle est en accord avec ça. Où est le problème ? Je ne pense pas à la place de mes patientes. C'est important. C'est une question. Oui. C'est une question que vous posez, Nadia. Non, c'est une question, c'est ce que je dis. Quand je vois déjà la difficulté à mettre un tampon. Oui, mais si j'ai une jeune fille, et ce qui arrive, qui vient demander la possibilité de pouvoir se découvrir, là, une vraie question se pose en tant que praticienne. Est-ce que je la laisse livrer à elle-même, et maintenant on a tout et n'importe quoi sur Internet, et elle peut faire une auto-exploration qui sera peut-être mal faite, et elle peut se blesser, se faire mal, ou même regretter de l'avoir fait, parce que douleur derrière, ou alors, en tant que professionnel, lui apporter des éléments qui vont lui permettre d'abord, parce que la découverte du corps, elle est multiple, elle n'est pas que génitale, lui permettre déjà d'appréhender l'ensemble de la découverte de son corps pour l'amener au fur et à mesure
à pratiquer une exploration. Ça, c'est une prise en charge individualisée aussi. Ah, mais complètement. C'est tellement intime, c'est tellement puissant d'ailleurs ce qui peut se passer entre deux femmes pour ça. Oui, parce qu'il faut savoir que nos jeunes filles sont de plus en plus matures et aussi ont accès à de plus en plus d'informations. Donc, moi, il me semble que nous, en tant que praticiennes, on a ce rôle-là à jouer parce qu'on a des éléments, on va dire, très cadrants qui seront amenés à ces jeunes filles, me semble-t-il. Donc, moi, j'ai fait ça avec des femmes qui avaient un vaginisme, c'est-à-dire leur apprendre petit à petit à mettre le bout du doigt, puis un peu plus, etc. Avec beaucoup d'huile végétale, pour que ça rentre tout doucement. Puis ce qui permet de rentrer après un petit spéculum de vierge tout petit. Je n'ai jamais examiné une jeune fille vierge avec un spéculum. Hein. Moi, j'ai jamais touché une jeune fille vierge. Il y a des gynécos qui le font. Un jour, j'ai reçu un mail d'une jeune fille qui ne s'est pas nommée et qui m'a dit « Est-ce que c'est normal que quand mon gynéco m'examine, il me demande de mettre mes mains autour de son cou ?» Vous voyez, il y a des dérives, on les connaît, des dérives. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, maintenant, on parle beaucoup de ces fameuses violences gynéco. Donc voilà. Là, dans tous les corps de métier, malheureusement, maintenant. Alors après, on en parle de plus en plus et c'est une bonne chose parce que voilà, il y a. Je parlais du cadre justement bienveillant qu'on peut apporter nous en tant que professionnels de santé. Je voudrais qu'on revienne sur les méthodes, donc les alternatives qu'on peut proposer à celles qui nous écoutent ce matin. Donc finalement, qu'est-ce qui est efficace et qui peut être utilisé au quotidien? En contraception. En contraception. Voilà. J'ai l'habitude de dire pour rigoler l'abstinence. Mais j'ai une jeune femme algérienne qui a 2 enfants, qui n'a jamais été examinée, qui n'a jamais eu de rapport sexuel avec son mari, qui a eu 2 césariennes. Donc on peut être enceinte, il faut le dire aux jeunes filles. Hein. On peut être enceinte juste par l'éjaculation sur la vulve. La glaire va arriver à la vulve, elle va monter les spermatozoïdes. Alors ça, on l'a souvent dit, hein, la fameuse éjaculation antéportas. Non, pas antéportas. C'est-à-dire sur la vulve, hein, donc à l'entrée du vagin. Voilà. Et puis, donc les spermatozoïdes cheminants, voilà, ça, on l'a dit. Moi, je crois que c'était un mythe. Hein. Non, mais la même femme, 2 enfants. Ah oui, c'est pas. Puis je pense qu'on a toutes et tous, en tant que praticiens, une patiente au moins qui s'est retrouvée enceinte sans pénétration vaginale. Hein. Donc, voilà. Il y a eu quelques mariages, des fois. Oui. J'ai une amie à qui c'est arrivé. Alors après, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'en fonction de l'âge de la femme, vous proposez un moyen de contraception adapté. Donc, avec des tableaux, c'est sûr. Ouais. Mais il faut rester dans le schéma qui est que pour moi, une jeune femme ou une femme doit prendre le moins possible d'hormones et le moins longtemps possible dans sa vie. Et à ce moment-là, on bascule sur le tableau qui fait en fonction des âges. C'est le message. Hein. Oui. Le message, c'est ça. Et alors, il y a aussi une tranche de femmes qui sont très souvent ou mal suivies ou oubliées. C'est les femmes préménopausées. En fait, voilà, elles n'ont plus forcément de désir d'enfant. Elles ne sont pas encore complètement ménopausées. Mais fécondables. Donc, du coup, on n'a pas parlé de la ligature des trompes. Hein. Oui. Et si on parle de ligature des trompes, on parle aussi vasectomie, c'est-à-dire ligature déférent chez l'homme. C'est-à-dire le canal qui va du testicule à l'urètre peut être relié, recoupé et puis cousu, je veux dire. Enfin, obturé, voilà, c'est ça. Et dans le sperme, il n'y aura plus de spermatozoïdes. C'est réversible ou pas? C'est peu réversible. Il y a de la microchirurgie possible, mais les hommes, quand vous leur dites, alors ils blémissent, ils disent ah non, pas moi. Mais c'est toujours la femme qui va passer sur le billard. Alors que ça n'impacte pas leur sexualité. Pas du tout. Il y a toujours des érections et ça ne touche pas l'éjaculation. Bien. Alors la suite est dans votre livre, Docteur Bérangère Arnal-Morvan, pilule ou pas pilule, chez Thierry Soucard. Merci d'avoir été avec nous. Merci Bordelaise. à vous pour votre gentillesse. Avec plaisir, c'est un plaisir de vous avoir. Bordelaise et pionnière. Et vous reviendrez. Parisienne, j'ai fait mes études à Saint-Antoine, donc je suis une Parisienne exilée. Et maintenant, je suis plus à Bordeaux, j'ai déménagé dans la campagne. C'est vrai. Je ne dirais pas où. D'où le tracteur. Ah ben non, si vous dites mais je ne dirais pas où, maintenant on va dire mais alors où? Mais non, parce que je ne consulte plus. Je ne fais qu'écrire. Bon, en tout cas, avec un prochain livre qui va sortir dans quelques mois. Bon, vous ne formez pas? Je vais former, je me repose un petit peu. C'est fondamental. Oui, il faut que ce livre soit reconnu et diffusé. C'est fait pour ça. Vous commenterez l'émission sur la vidéo YouTube. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Merci d'avoir été avec nous, Nadia. À très bientôt. Très belle journée santé sur Beurre FM. Merci.